Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la table ronde Océan et Résilience. Donc on va commencer cette discussion par un extrait de notre documentaire The Blue Quest Palawan, et qui est un documentaire primé qui est sorti en ligne il y a quelques jours et qui parle de protection marine, d'aires marines protégées, avec des exemples concrets aux Philippines. Et après ça, on va avoir une discussion et une table ronde vraiment intéressante avec plusieurs acteurs du secteur. Et je vais les appeler, donc, si j'ai bien compris. Estelle Lefébure, qui est la présidente de l'association Spiromarais. Olivier Venden, qui est le directeur de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Et Frédéric Tardieu, qui est le cofondateur de l'ONG Sulubai. Et on peut lancer le documentaire. Je m'appelle Clément Portal. Avec The Blue Quest, je pars à la découverte d'initiatives de protection marine à travers le monde. Aujourd'hui, je vous emmène aux Philippines, plus précisément à Palawan, sur l'île de Pangatalan. C'est ici qu'opère la fondation Sulubai, créée en 2012 par un couple de Marseillais. Frédéric Tardieu, 67 ans, ancien promoteur immobilier. Je me définirais comme un autodidacte. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Si je vais droit au but, je viens en aide aux populations dépendantes des récifs coralliens, des ressources des récifs coralliens. Donc j'essaie d'assurer une sécurité alimentaire pour autrui. À l'âge de 55 ans, je me suis posé les grandes questions. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va vieillir dans ce milieu sécurisé qu'est la France? On avait ce besoin d'exister encore une fois, de refaire une vie. Et le choix s'est fait plus que rapidement sur cette petite île, Pangatalan, sans savoir véritablement ce qu'on voulait en faire. Quand je découvre l'île, je suis un peu affolé parce que c'est un territoire complètement pillé. Et c'était un défi. Te dire, est-ce que l'homme est capable de reconstruire ce qu'il a totalement dévasté? Ce n'était pas notre cas, la dévastation, mais on l'endossait puisqu'on récupérait ce territoire, et il fallait le valoriser à tout prix. L'adaptation a été assez facile. Mon épouse m'a surpris parce qu'elle s'est adaptée aussi bien que moi à nos premiers mois de Koh-Lanta avec une tente sur la plage, le cobra dans la tente 2 jours après, le typhon qui arrache tout 3 jours après, pas d'eau, pas d'électricité. Mais le combat était là. On a replanté 75 000 arbres à peu près, 20 000 pieds de mangroves. On a refait des murs de soutènement puisque l'île s'érodait complètement à chaque grande pluie torrentielle. Et il a fallu ne pas renoncer, se dire on a le temps de le faire, sans avoir véritablement le temps. 4 ans plus tard, en 2015, la restauration de Pangatalan est achevée. Grâce à un travail titanesque, l'île est maintenant un écosystème luxuriant. Alors qu'il s'apprête à profiter d'une retraite bien méritée, une rencontre fortuite avec un jeune biologiste marin, Thomas Pavy, va pousser le regard de Frédéric vers la partie immergée de son île. On parle de l'île, et bien sûr, moi j'en parle toujours avec plus le cœur que la raison. Et Thomas me dit, je veux voir. Je dis, écoute, la semaine prochaine, viens sur l'île. Les récifs coralliens avaient été malmenés par la pêche à la dynamite, par la pêche au cyanure, par la pêche au compresseur, par tous ces pièges destructeurs de biodiversité. Et Thomas vient, nous fait une analyse très simpliste. Il me dit, le défi est immense, mais l'enjeu est incroyable. Et je n'avais pas compris que la mer, que la nature n'attendait que ça. C'est ma vision à moi, ça n'engage que moi, ces propos. Mais tu te rends compte aujourd'hui, c'est que la nature, tu donnes ça, elle t'apporte ça. Clément, là, on est sur l'historique de Sulubai. C'est avec Thomas que l'électrochoc va me venir. Je n'ai aucune base scientifique, je ne comprenais rien, je comprends un peu plus maintenant. Mais l'idée, c'était de dire qu'est-ce que Sulubai peut faire au niveau de cette mer
Donc on a créé ce récif artificiel qu'on a appelé le Sulu Reef Prosthesis. Et de là, on a inventé cette méthode de bouturage qui naît uniquement par pression. On a complètement banni la colle, les composants chimiques et tout ce qui est plastique. Donc on est dans une nouvelle génération, dans une nouvelle compréhension de la restauration corallienne qui a été validée par l'UNESCO. Et je vais te montrer les premiers résultats. Avec 250 récifs artificiels installés, plus de 2500 bouturages et un taux de survie de 70% des coraux, la restauration engagée est un succès. Mais la démarche de Frédéric et Thomas ne s'est pas arrêtée là. Dépasser cette restauration corallienne, c'est de se dire qu'il n'y a pas que les coraux dans la mer. Et aujourd'hui, le problème des océans, c'est le siphonnage des ressources. Les poissons disparaissent à vue d'œil, ils n'ont pas le temps de devenir géniteurs une fois dans leur vie qu'ils sont déjà ramassés. Donc il faut voir large. Voir large, c'est partir dans des sanctuaires. On a réussi à obtenir notre première aire marine protégée en 2018, mais le sens aire marine protégée, c'est-à-dire que l'être humain s'engage à vitam aeternam à protéger un site, pas à mettre des bouées, pas à dire sur un papier j'ai 50 hectares protégés, non, c'est te battre pour ton territoire. C'est toutes tes nuits te lever quand tu entends un moteur qui te paraît suspect et y aller, et contrôler avec ta torche. Et c'est ce qu'on a fait pendant presque 6 ans avec Thomas. Et là, les choses ont changé complètement. On a eu la renaissance de nos 50 premiers hectares, mais une renaissance, ça a été exponentiel. Et on n'a pas voulu rester à l'échelle personnelle, on a voulu le faire pour les autres. On est les témoins, on a l'outil avant-gardiste qui peut servir de référence, mais il fallait monter un projet, il fallait des fonds. Donc on a pris notre bâton de pèlerin, et comme dit toujours Chris, moi toi tu es un vendeur d'aspirateurs, j'ai réussi à fédérer des personnes autour de nous, et pas des moindres. Et aujourd'hui, on est tous main dans la main sur un projet qui s'appelle Sea Academy. Monter le projet Sea Academy, c'était certainement pas Sulubai tout seul qui allait faire sa Jeanne d'Arc au bout de l'appontement avec notre drapeau. Non, loin de là, il fallait une véritable équipe. Le projet Sea Academy voit le jour en 2020. Il vise à établir un réseau d'aires marines protégées géré par les communautés de la Shark Fin Bay. Pour le mener à bien, Frédéric s'entoure d'une équipe de scientifiques locaux et internationaux. Première étape, convaincre les communautés des bienfaits du projet et les impliquer dans les processus de création des zones protégées. My job from the start with the project is to really educate the community for them to understand what is a marine protected area, because they were like skeptical, like why are we giving part of the fishing ground to surf red? So it was a lot of education for them to understand that this is a community-based marine protected area. This is for them. This is not for Sulubai. So it took us 6 months to draft what they want. Is this kind of management you want or this one? It was like a lot of coming back and forth to the community to eventually come up to these policies that we have now for our MPA network. En concertation avec les villages de Sandoval, Silanga et Desplat, le réseau d'aires marines protégées est créé en 2021. Délimité par 250 bouées surveillées 24 heures sur 24 par les Bantai d'Agat, la brigade de la mer, il couvre 760 des 6500 hectares de la Shark Fin Bay. La fondation Sulubai en assure aujourd'hui en grande partie la logistique. Mais d'ici 1 an, ce sont les communautés locales qui deviendront gestionnaires autonomes de ces sanctuaires marins. Le projet Sea Academy, quant à lui, poursuit ses différentes missions. La Sea Academy, c'est un programme qui est vraiment basé sur 4 composantes. La première, c'est la création des aires marines protégées et leur suivi scientifique. La deuxième, c'est la restauration, aussi bien des milieux coralliens que des ressources en poissons. La troisième, c'est l'éducation dans les écoles et la formation dans les communautés. Et la quatrième, c'est la réplication du projet dans d'autres endroits, aux Philippines ou en Asie. Avec les comptages de poissons qu'on a réalisés ici, on peut mesurer maintenant l'évolution des écosystèmes marins face à la protection. Donc c'est des évolutions qui sont assez encourageantes puisque là, les chiffres que j'ai sous les yeux, en 7 ans, on voit une augmentation de la richesse spécifique, donc plus d'espèces qui sont observées dans tous les sites.
une augmentation de l'abondance. Donc en moyenne, on voit plus d'individus, on voit plus de poissons, de la taille moyenne, les poissons sont plus gros, et de la biomasse. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de poissons totale dans les zones protégées qui est multipliée par 3. Donc c'est un foisonnement de vie et une grande diversité qui est directement causée par les mesures de protection. Pour prouver au monde de la science qu'on ne s'est pas trompé, il nous fallait quelqu'un qui ne travaille pas pour nous, mais qui vienne comprendre ce que l'on faisait avec des résultats. Donc une thèse CRIOP-CNRS, Victor, un parcours incroyable, major de Sciences Po, à 22 ans, on ose l'appeler Wikipédia. Il sait tout sur les poissons, mais il a cette objectivité de nous dire non, là c'est pas bon, là c'est bon. Mon travail ici, c'est de comprendre le potentiel des réserves marines, le potentiel des mesures de protection pour les communautés locales. Donc d'abord, est-ce que ces mesures de protection peuvent aider le milieu marin? Ensuite, est-ce que ces mesures de protection peuvent aider à la pêche? Et enfin, est-ce que si la pêche se trouve améliorée, ça peut avoir un effet pour les communautés locales et pour leur sécurité alimentaire? En parallèle de sa thèse, Victor initie le projet Chama, qui vise à impliquer les populations locales dans les suivis scientifiques réalisés par la Fondation Sulubay. On avait envie d'impliquer mieux les pêcheurs dans la science qu'on fait ici. D'abord pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons tout à fait pratiques et pour tirer au mieux parti de la connaissance qu'ont tous ces acteurs des écosystèmes dans lesquels on travaille. Donc le projet Chama, c'est travailler avec des pêcheurs, d'abord pour récolter des données, ensuite travailler avec le reste de la population pour récolter des données d'alimentation, et ensuite il y a tout un travail de formation avec les pêcheurs où on leur apprend la plongée. On leur donne une formation de plongée, donc en niveau PADI, et on les amène en plongée avec nous et on les forme à faire des suivis écologiques. Kailangan makita yung mga isda. Pero wag na lang sa bahura talaga, delikado. Di, unang-una talaga interesado ako. Unang-una, malaking opportunity sa akin. Kasi unang-una, sa una pa lang, parang ayaw nila magpayag pero yung kaunti-unti nilang naintindihan, ayun, maganda pala ang kinalabasan o maganda ang layunin. Saka talagang na-realize nila na mas maganda ang response, ang balik. Le travail avec les populations locales, c'est une particularité de Sulubay, c'est un peu dans l'ADN de l'ONG, et finalement ça devrait l'être dans tous les cas. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de projets de conservation qui sont menés, si ce n'est pas dans l'ignorance complète des populations locales, parfois contre les populations locales. C'est un discours qu'on retrouve régulièrement, la conservation contre les pêcheurs. C'est quelque chose qu'on essaye un petit peu de challenger ici. On essaye de montrer que la conservation peut bénéficier aux pêcheurs, mais seulement s'ils sont impliqués. Des pêcheurs impliqués dans la conservation des ressources marines, cela semble être essentiel. C'est encore plus le cas ici, aux Philippines. For us, to be honest, ocean is vital. If you ask the community how many times do you eat fish, they will answer almost every day. Imagine our fishing communities is the poorest of the poorest sector in the Philippines, but the fishing communities are the one giving the protein to the whole Filipinos. So yeah, the fisheries is really important sector and resources here in the Philippines. Ça fait 4 ans que je suis les pêcheurs, que je vais avec eux en mer, je mesure ce qu'ils ont dans leur filet. À l'échelle de la baie, depuis 4 ans, il y a eu une diminution de 30% des prises de poissons. Autour de l'aire marine protégée, la pêche se porte mieux. Mais il y a une diminution à l'échelle globale de la baie, puisqu'il y a une augmentation de l'effort de pêche. D'année en année, il y a de plus en plus de pêcheurs, et donc dans les filets, la quantité de poissons diminue. C'est un problème pour la sécurité alimentaire, et donc c'est un problème qu'il faut régler. Malgré les mesures de protection mises en place, les stocks de poissons diminuent en dehors des zones protégées. À nouveau guidé par le souhait d'innover, Frédéric espère avoir trouvé une solution à ce problème. Un poisson pond des œufs, ces œufs éclosent, ça devient des larves, ça devient des post-larves, ça devient des juvéniles, ça devient des adultes reproducteurs. La disparition des post-larves de partout dans le monde, c'est 95%. Et on estime que 1% des post-larves deviennent des possibles géniteurs. Donc l'idée, c'était de dire, si l'être humain, avec sa science, peut donner un coup de boost à la vie maritime, à ses ressources,
il faut qu'ils le fassent. Et la méthode est très simple et très compliquée à la fois. On attrape ces post-larves avec des pièges lumineux. Il n'y a que 3 nuits par mois, au moment de la lune rousse. On récupère ces pièges lumineux, on récupère nos post-larves, on les trie, on les isole par espèces, on les met dans nos petits aquariums et on les élève naturellement. Et au bout de 3 mois, ce 5 mm est devenu 5 cm. Et le but, c'est de remettre des poissons dans la mer. Ça ne veut pas dire que tout va survivre. Il y aura de la prédation, il y aura de la survie, mais au moins, nous, on aura donné cette chance. Le Fish Lab devrait permettre de relâcher environ 40 000 juvéniles par an dans la Shark Fin Bay, afin d'accélérer la restauration de ces écosystèmes. Une solution technologique qui pourrait enrayer la diminution des stocks de poissons, mais elle ne fait pas l'unanimité dans la communauté scientifique. Il y a des personnes qui décrient ce que l'on fait, disant qu'on rebooste trop l'écosystème d'un coup, on va trop loin. Mais moi, quand je vois des personnes qui vont à la pêche et qui n'attrapent plus rien, je ne peux pas. Je ne peux pas avoir une famille de 5 enfants, le père à la mer, ça fait 7, se partager un poisson de 200 grammes avec un plateau de riz et de dire ils vont manger que ça. Donc on se doit d'aller jusqu'au bout et de trouver une solution viable pour les nouvelles générations. En attendant les premiers résultats du Fish Lab, l'engagement de Sulubai continue et il ne se limitera pas qu'à la Shark Fin Bay. La baie voisine de Tai Tai s'est en effet rapprochée de Frédéric pour y répliquer un réseau d'aires marines protégées. I'm Joey Matiliano. I'm the Municipal Tourism Officer of Tai Tai, Palawan. When I visited Pangatalan, I couldn't believe what they have done on the island. I mentioned to Fred, actually, that, you know, if we're going to do a template for developing of islands in Tai Tai Bay in terms of sustainable tourism, Pangatalan should be the template of it, because they have done a fantastic job, not just, you know, reclaiming the island from a denuded island where all the mangroves were cut, but at the same time rehabilitating the reef areas. But more importantly for me, what I also really look into is the involvement of the local community in terms of conservation and employment that the foundation is bringing into the community. And for me, that's one big thing. If you want to really do some really good conservation work, you have to involve the local community. For us, working with Sulubai actually makes it even easier to protect the environment here in Tai Tai, while at the same time to connect with the local communities and to bring people together for the common good of the natural resources of the marine environment. Le regard de Frédéric se porte sur la baie de Tai Tai, mais il n'en a pas fini avec la Shark Fin Bay, où 3 nouveaux villages souhaitent rejoindre le réseau de la Sea Academy et avoir leur propre aire marine protégée. Une consécration pour ce Marseillais débarqué ici il y a 12 ans, en pré-retraite, est devenu presque malgré lui un véritable exemple en matière de protection marine. Avoir ce pouvoir de sanctuariser une prochaine baie et d'implémenter encore avec les autres villages les nouvelles AMP, moi qui n'ai pas de background de biodiversité, aujourd'hui j'ai une fierté incroyable dans l'humilité, mais honnêtement, moi je suis fier de ce qu'on a réussi avec l'équipe, parce que sans l'équipe, j'aurais jamais pu faire ça, mais là c'est... The job is done. Fred, c'est une personne qui n'avait rien à voir avec le milieu marin, avec sa conservation, avec la recherche. C'est quelqu'un qui est passionné, qui s'est dit je vais créer un système. Et donc c'est un système qui s'est créé sur des bases qui sont des bases complètement extraterrestres pour nous. En tant que chercheur, je n'ai pas une grande expérience, mais j'avais jamais vu ça. Donc une ONG qui part sur des bases vraiment juste d'une personne privée passionnée, c'est aussi unique. Et donc quelque chose d'unique, je crois que c'est bien. Puisqu'on a besoin, face à des problèmes environnementaux qui sont extrêmement divers, on a besoin d'avoir des acteurs qui sont aussi divers. C'est hyper positif parce que ça amène un discours qui est un discours d'une nature différente. C'est à prendre ou à laisser. Mais au moins ce discours existe. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc là, vous venez de voir un extrait du documentaire The Blue Quest Palawan, qui est un documentaire qu'on a diffusé partout dans le monde, qui a été primé dans plein de festivals. Et je dis pas ça parce que ça nous fait plaisir, oui, ça nous fait plaisir, mais c'est surtout que ce documentaire, c'est un outil pour parler de ces sujets et des aires marines protégées.
Un autre outil qui est ultra intéressant là-dessus, c'est d'avoir des panels de discussion avec des gens qui sont des experts. Et donc moi, normalement, je suis intervenant, là je vais être aussi modérateur, mais je vais leur demander de se présenter les uns après les autres. Et Estelle, on va commencer par toi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis mannequin, comédienne et autrice. Mais aujourd'hui, en fait, je vais être présidente de l'association Spéromarée et cofondatrice de cette association. Donc oui, j'ai pris cette casquette-là aujourd'hui. Voilà, tout simplement. C'est une association pour la protection et la sauvegarde de la faune et la flore sous-marine. Voilà, donc je voulais juste rajouter qu'on a un panel qui est assez exceptionnel aujourd'hui. On n'a pas l'habitude d'intervenir ensemble, c'est même la première fois. Et moi, ce que j'adore dans ce panel, c'est que donc on a le côté célébrité avec Estelle, mais aussi associatif. On a le côté, comme vous venez de le voir pendant 15 minutes, terrain avec Frédéric. Et on a aussi le côté philanthropie institutionnelle avec Olivier. Merci beaucoup de votre invitation. Bonjour à tous. Et effectivement, je suis donc Olivier Wendel, le CEO de la Fondation Prince Albert II de Monaco, qui est une ONG unique dans le monde, puisque nous sommes la seule ONG à être présidée par un chef d'État en exercice, ce qui nous permet à la fois, et j'insisterai encore pour vous féliciter pour ce reportage sur un des projets que nous avons financé. Donc le hasard fait bien les choses. Nous avons été partie prenante de ce projet, et nous y reviendrons certainement dans les minutes qui suivent, mais il est très, très, très aligné avec la philosophie de la Fondation, à la fois ce travail de conservation, ce travail au plus près des communautés, mais aussi, et surtout, un travail pour pérenniser l'action. Et c'est là où la philanthropie trouve certaines limites, puisque on parle de subventions, mais il faudrait surtout définir des modèles beaucoup plus pérennes pour apporter à ces communautés le développement économique qu'elles méritent, tout en préservant les ressources naturelles. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et Frédéric, on vient de l'entendre pendant 15 minutes, donc si tu peux te présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est rapide. Donc, merci à toutes, merci à tous d'être avec nous sur ce panel. Donc voilà, je suis aussi intervenant. Donc très rapidement, moi je suis Clément Pourtal, le fondateur de l'ONG The Blue Quest. Et nous, notre travail avec Jérôme Brousse, c'est d'aller à la rencontre des initiatives locales, des initiatives de protection marine et d'utiliser un peu toute la puissance d'une boîte de prod, des documentaires pour justement parler de ces projets. Mais pas que pour parler des poissons et tout ça, c'est vraiment pour mettre les personnes en avant, mettre les solutions en avant. Et en fait, nous, au fur et à mesure de nos différents documentaires, différents voyages, on est vraiment... avec Jérôme à fond sur une thématique spécifique qui est la thématique des aires marines protégées. On est ambassadeur de la fondation Marine Conservation Institute, qui est la référence mondiale et qui permet de dire en fait, quelles sont les aires marines protégées aujourd'hui dans le monde, quelles sont celles qui sont un peu moins protégées. Et on va parler beaucoup de ça aujourd'hui, d'aires marines protégées. On va aussi parler de financement. Olivier a commencé à en parler. Et donc voilà, moi je voulais juste vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, on peut annoncer que 8% de l'océan est protégé. Si on arrive aux chiffres de protection réelle, on tombe à 3%. C'est pas beaucoup. En fin 2022, un engagement a été pris par l'ensemble des pays du monde de protéger 30% des terres et des mers de la planète d'ici 2030. C'est pas juste pour mettre un joli chiffre qui fait 30 x 30, c'est des recommandations et même des demandes de la part des scientifiques qui étudient ces aspects-là. Donc voilà, aujourd'hui on en est loin, mais j'aimerais insister là-dessus. C'est assez particulier la protection de l'océan parce qu'on a cet outil qui couvre en fait énormément de choses. Donc on va en parler un peu aujourd'hui. Estelle, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est une aire marine protégée ? Alors, il y a différentes classes apparemment d'aires marines protégées. Moi, je voudrais surtout parler, parce qu'en fait l'association est basée dans le sud de la France et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour dire aussi qu'on a aussi des réserves en France, notamment à Marseille, dans les Calanques, et aussi à Port-Cros. Et on a vu l'intérêt d'une réserve qui a été prouvée, en effet, même chez nous, sur nos côtes. Patrice Francourt, qui était professeur de biologie à l'université de Nice, parlait d'une réserve comme une banque avec ses intérêts. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a la réserve, la banque, et puis ensuite, tout autour, il va y avoir un intérêt important, notamment même avec les pêcheurs, d'ailleurs locaux. Donc la prud'homie des pêcheurs est très importante, intervient, ils sont auteurs aussi de la mer, et donc ils interviennent aussi dans les décisions, bien sûr, prises pour les réserves. Donc on voit en effet une repopulation de poissons, on l'a vu là, c'est magnifique. Bravo encore, Frédéric, pour le travail avec toi et ton équipe, c'est extraordinaire.
mer. Et je pense qu'en fait, oui, l'intérêt est de mettre en avant justement ces réserves. Nous, on essaye en tant qu'association justement de le faire, de pouvoir communiquer là-dessus. Et voilà, je pense que les réserves, il n'y a que des points très positifs. Et notamment même par rapport aux pêcheurs qui, eux aussi, vont retrouver du poisson. Parce que c'est ça aussi, c'est ne pas leur enlever l'économie qu'il y a. En fait, on ne le dira jamais assez, les projets de protection qui marchent, même en termes généraux, on ne parle pas forcément que des AMP, c'est quand l'ensemble des parties prenantes est intégré. Et en fait, je trouve que c'est ce que Frédéric a réussi à faire. Mais donc là, on a la chance quand même de l'avoir aujourd'hui. Normalement, je le présente tout seul et je raconte son travail. Là, il est là. Fred, comment ça se passe sur le terrain, en fait, ces histoires d'aires marines protégées? Le terrain, aujourd'hui, c'est un challenge, c'est une guerre. Il y a des armes de destruction massive pour prendre la ressource. Et il y a des populations qui vivent de 0 à 100 mètres. Ils ne peuvent pas aller plus loin parce qu'ils n'ont pas de bateau, ils n'ont pas de moteur. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces gens, c'est leur territoire. C'est souvent ce qu'on appelle les indigenous people. C'est les autochtones, ils sont là. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de moyens. Et on se doit, nous, société évoluée, civile, avec des moyens, de les protéger d'une part, protéger un territoire, mais surtout de les armer intellectuellement, leur faire comprendre qu'ils doivent être acteurs. Ils ne le sont pas, ils doivent devenir les acteurs de demain, parce qu'ils ont des familles à nourrir, parce qu'ils peuvent être les gardiens de leur temple. Et leur temple, c'est ces petits exemples. Je crois totalement que l'humain est capable de se régénérer, d'indiquer la voie. On a créé de tout, mais il faut revenir à la base, à l'essentiel, c'est aider, s'entraider et prouver que la société civile peut devancer les lois. On n'a pas besoin de moyens énormes, c'est le terrain, l'éducation, la formation avec les nouvelles générations. Parce que justement, on en a parlé très rapidement dans le film, mais en fait, toi, la démarche, ça a été vraiment d'impliquer les communautés dès le début dans ce process. Oui, surtout que quand on est arrivé là, on était un peu les deux blancs au milieu de gens de couleurs différentes. On faisait tâche. Et il a fallu s'intégrer. Alors, je ne mentirai pas, je ne dis pas qu'on avait ce projet dès le départ, parce que c'était du nombrilisme, on devient propriétaire d'une île, on va faire venir la jet set, on va faire des full moon parties. Puis en fin de compte, on est très vite rattrapé par l'humain, par le quotidien. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire quelque chose. Et je remercierai jamais assez l'équipe de la Fondation du Prince Albert II, qui nous a de suite... dit oui, et là c'est en fin de compte vous avez une arme, c'est moi qui avais l'arme cette fois-ci dans les mains, et je me suis dit avec ça il faut que je fasse, et en 3 ans j'ai une obligation de résultat, et les résultats sont là, puisque au bout de 3 ans, aujourd'hui, sans avoir de moyens, c'est les communautés qui viennent nous voir, qui viennent nous rencontrer en disant « Mais nous, on ne l'a pas, notre aire marine protégée, on la veut. » Et grâce à des documentaires comme ça, où on les projette le soir dans les villages, on les fait traduire dans la langue locale, on arrive à fédérer des gens, ils arrivent à comprendre, et ça fait boule de neige, et ça fait tâche. De 1, on est passé à 4, vous êtes dans le film. J'en ai refait 2 depuis cette année, et on arrivera à 12, voire 14 avant le 30-30. Et certainement qu'on frôlera les 30% de nos baies en protection, ce qu'on appelle le fully protected. Incroyable et impressionnant. Et tout le monde peut le faire. Et justement, c'est d'exemples comme ça dont on a besoin en fait à l'international, parce qu'aujourd'hui on voit que ça peut patiner un peu sur ce 30-30, ça peut patiner un peu sur la protection réelle des aires marines protégées. Olivier, vous, avec la Fondation, vous êtes énormément impliqué dans plein de thématiques, mais dans cette thématique-là en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors très volontiers. Effectivement, aujourd'hui, les aires marines protégées présentent plusieurs avantages pour s'atteler à la difficile problématique de la conservation de l'océan mondial qui va très très mal. Alors on vous épargnera aujourd'hui les grands poncifs sur le rôle clé que joue l'océan sur l'équilibre notamment climatique, l'absorption des émissions de gaz à effet de serre et l'absorption de la chaleur générée par les activités humaines. Mais l'océan va extrêmement mal et pourtant tout le monde s'en fiche. On est à peu près à cette étape-là de l'histoire de l'humanité. On ne se rend pas compte que c'est un élément structurant de nos vies,
On a parlé de la sécurité alimentaire, tout le monde l'oublie, mais la sécurité alimentaire mondiale dépend de l'océan. Le transport international, contrairement à ce que tout le monde pense spontanément, n'est pas fait par voie aérienne, mais par voie maritime à plus de 80%. Et un autre point que tout le monde oublie, c'est que l'essentiel des mégalopoles mondiales et de toutes les capitales économiques, quel que soit le continent, se trouve sur le trait côtier. Donc lorsque l'on parle de la montée du niveau des mers, ce n'est pas quelque chose de lointain qui va toucher, ne nous mentons pas, les pays en voie de développement. Ça, c'est la vision très européenne, occidentale de ce problème-là. Non, ça va affecter toutes les villes, y compris les nôtres. De Paris à Londres, à New York, personne ne sera épargné. Et ce n'est pas dans 100 à 200 ans, c'est 2050-2060. On a vraiment un rapprochement temporel des conséquences du changement climatique. Donc ça, c'est le point de départ et le point structurant. Comment maintenant répondre à tous ces enjeux ? Changement climatique, perte de biodiversité, pollution, y compris les pollutions plastiques qui affectent durablement et dangereusement les écosystèmes marins et par voie de conséquence notre santé. Vous avez dû voir, c'est très récent, il y a un petit mois, on a tous lu, nous avons tous dans le corps l'équivalent d'une cuillère à café de plastique. Voilà où on en est, le corps ne peut pas l'éliminer, personne ne vous dira ce qu'il en est, mais il y aura des conséquences forcément néfastes sur notre santé. Donc, les aires marines protégées présentent précisément, comme ça a été montré dans le documentaire, ce triple avantage, conservation, que l'on espère la plus forte possible, implication des communautés pour qu'elles se les approprient, et là, elles jouent aussi un rôle clé. Elles aident à protéger réellement l'aire marine, parce que c'est le point central. Hein. Sortir de l'aire marine de papier, il faut des moyens humains, et dès lors des moyens économiques derrière et financiers. Mais donc l'appropriation par les communautés, c'est très très important. Où en est-on ? On poursuit aussi donc le développement à l'international. Donc effectivement, nous avons appuyé le développement de ces 3 aires marines aux Philippines. On a été précurseur en lançant la première aire marine protégée au Cambodge. Et on a fait surtout un coup politique très très fort en ayant la possibilité de convaincre, à l'époque où nous pouvions encore lui parler, le président Poutine de lever le veto russe à la création de la mer de Ross, donc qui est une aire marine protégée, qui est la plus vaste aire marine protégée du continent antarctique, qui est lui-même extrêmement affecté aujourd'hui et en danger. Donc tous les efforts sont bons pour protéger l'endroit le plus précieux au monde. Dernier point, le programme Pristine Seas, auquel on croit beaucoup, porté par un grand ami de la Fondation, Henrik Sala, de National Geographic. 30 points de biodiversité majeurs, les hotspots de biodiversité, ont été identifiés dans les mers et les océans. 30 spots. L'idée de départ, c'est donc de s'atteler à les sanctuariser. Pas de pêche, pas de voie maritime dans ces zones-là, des vrais sanctuaires pour que la vie reprenne. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a eu quelques très beaux succès, notamment pour sauver des espèces de l'extinction en Méditerranée. En 5 ans, si on relâche la pression humaine sur le milieu, la vie reprend. Donc 30 points de biodiversité à sanctuariser, on ne devrait rien y faire, la plupart sont en haute mer, pour permettre ensuite, par cercle concentrique, de rapporter la vie autour. C'est loin d'être gagné, il n'y a aucun consensus aujourd'hui. Vous avez dû entendre parler de l'accord sur la haute mer, le BBNG en anglais. C'était un coup politique génial, tout le monde s'en réjouissait l'année dernière au niveau onusien, ça a enfin été signé après 20 ans de négociations, et pourtant il manque encore plus de 40 ratifications pour atteindre le chiffre de 60 ratifications pour ce texte fondamental pour l'équilibre planétaire, et la préservation de l'océan voit le jour. On est très très loin. Sachant qu'il y a un délai pour ratifier ce texte ? C'était cette année. Vous avez mentionné au début de l'intervention le concept d'aire marine protégée de papier. Oui, alors là encore, la presse nous en a abreuvé au cours de ces 10 dernières années. Il y a eu une course même entre les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, à qui la plus vaste protection marine. Donc il y a un concours de chiffres. Mais pour autant, rendez-vous compte, on parle de l'océan. Comment voulez-vous contrôler un espace maritime ? Aujourd'hui, c'est l'armée, quelques navires impliquant des scientifiques. C'est donc complètement illusoire de croire que l'on peut protéger ainsi d'aussi grandes zones. Nous avons donc pensé à notre petite échelle et avec humilité à réfléchir à un concept pour la Méditerranée, qui, n'oublions pas, la mer la plus polluée au monde, elle est à côté de nous et pourtant on y déverse tous nos plastiques, la plupart de nos déchets. Il y a beaucoup de conflits politiques qui empêchent d'aller plus loin. Donc nous, on a créé un fonds qui s'appelle le MedFund, Mediterranean Fund, conçu avec la France, Monaco et la Tunisie, pour essayer justement de pooler, de réunir des financements nationaux, internationaux et philanthropiques
afin de créer un capital suffisant, de le placer, ce capital, de générer des intérêts chaque année pour permettre de financer dans le temps ces aires marines. Une fois qu'elles existent sur le papier, il faut donner les moyens humains et financiers pour que sous 10, 15, 20 ans, les porteurs de projets puissent garantir l'efficacité et l'effectivité de ces démarches. Aujourd'hui, c'est un fonds de 30 millions d'euros, donc on est loin du compte. Il faudrait, je pense, 200, 500 millions d'euros pour générer suffisamment d'intérêt pour aboutir à cela. Ça fonctionne. Néanmoins, il y a une vingtaine d'aires marines protégées qui ont pu voir le jour et on les finance sur 10 ans chacune en Méditerranée, donc il y a un engouement. Ce qui est dommageable, mais c'est valable dans tous les secteurs, il y a un retrait du financement des États. Et malheureusement, le contexte géopolitique international confirme également que l'environnement, et a fortiori l'océan, dégringole dans la liste des priorités internationales, d'où l'intérêt des philanthropies et d'où l'intérêt de l'implication du secteur privé et de la finance pour apporter des solutions tangibles. Ouais, ça, on le dira jamais assez. Je pense que vous avez tous et toutes suivi les informations. Il y a une baisse drastique de l'investissement étatique dans cette protection. Et aujourd'hui, ce n'est pas un vœu pieux, c'est qu'on a besoin du secteur privé pour cette protection. Effectivement, une aire marine protégée, s'il n'y a pas de financement, elle ne peut pas tenir sur le long terme. Frédéric fait un travail incroyable avec les communautés, c'est en train d'être intégré même dans l'histoire là-bas des communautés. Ça va devenir normal de protéger, mais en attendant, il faut payer les gardes, il faut payer les bateaux, il faut payer la recherche, il faut payer tout ça. En fait, Frédéric, comment ça s'est passé pour toi? Parce que tu as commencé avec ton argent, mais c'est quoi l'idée? Oui, ce projet au début, dans la mesure où je ne savais pas comment le prendre, c'est une vie, c'est une économie de vie. Je faisais un beau métier, à la limite que je hais maintenant, puisque je suis plutôt dans le vert. Et donc on a financé personnellement en se disant c'est une folie, on va aller jusqu'au bout. De cette folie, quand nous, on n'a plus les moyens de l'assumer, on s'est retourné vers des maisons incroyables qui aujourd'hui s'investissent. Et j'ai découvert ce milieu, et je les remercierai jamais assez, parce que ça nous fait passer intellectuellement sur un autre niveau, dans la mesure où on n'a pas cette démarche de toujours aller solliciter. Non, il faut monter des projets avec des maisons comme la Fondation Albert II, comme le Fonds français pour l'environnement mondial. Mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, je pense qu'il faut toucher une partie de la société civile qui a les moyens, qui a des moyens. Il faut l'intégrer à cette forme de financement. Nous, la seule possibilité qu'on a sur le terrain, c'est on a un petit diamant, et ce diamant, on a décidé de le privatiser 120 nuits par an uniquement, avec un peu la jet set du monde entier. Donc c'est un autre lobbying qu'on fait, mais il ne faut pas le voir en tant qu'argent qui rentre ou on ne devient pas hôtelier. C'est qu'on va changer la vision de la protection à ces gens qui ont les moyens en leur disant, vous, avec vos enfants et vos petits-enfants, jusqu'où vous allez fuir, partir sur un autre endroit, sur un autre lieu magnifique dans le monde. Non, vous êtes chez vous, en Asie, il y a suffisamment de ce qu'on peut appeler de VIP qui aujourd'hui s'engagent, nous suivent. On a un club de 25 personnes et ça nous permet d'être autonomes, de peut-être moins solliciter, parce qu'il ne faut pas non plus s'accrocher à un fonds, à un donateur en disant oui, je vais encore solliciter. Non, il faut trouver des solutions par nous-mêmes. Et chacun à son niveau. Pour nous, ça restera entre guillemets la jet set, puisque la privatisation, elle a un coût. Mais je pense que, Olivier, vous avez d'autres solutions pour les entreprises. En fin de compte, on est des Shivas, on a tous 8 mains. Et il faut aller chercher chacun de son côté. Des tentacules alors, non? J'allais le dire, mais d'un coup, c'est ça qui m'est venu. Mais on est des poulpes, en fin de compte. On est vraiment des poulpes de la biodiversité. Il faut aller chercher les fonds, il faut engager, il faut motiver, mais sans agressivité. Je pense qu'on peut construire quelque chose de positif. Et Olivier va certainement nous parler aujourd'hui de l'apport des grandes sociétés à ce niveau-là. Transition parfaite. Je me lance. Le problème, c'est que je vais être beaucoup moins optimiste pour démarrer, en tout cas. Il faut se rendre compte aussi qu'il y a de grands pans de l'activité environnementale qui ne sont pas rentables.
Voilà. Donc c'est là-dessus où la philanthropie a toujours joué un rôle clé. C'est intervenir là où les États ou le secteur privé ou la société civile n'arrivaient pas à aller. Pourquoi? Parce que ce n'est pas profitable, c'est pas rentable, ça ne créait pas d'emplois, c'était non prioritaire. Des exemples. La recherche fondamentale scientifique. En soi, c'est très compliqué de faire intervenir le secteur privé pour promouvoir ce type d'activité. 2. Des bourses d'études. Ça ne prend pas. Donc la philanthropie a ce rôle-là, a aussi ce rôle de précurseur. Et ça, on le voit très bien, et le prince de Monaco le fait admirablement avec d'autres leaders du monde, c'est amener les médias, le grand public et maintenant le secteur privé sur les grands thèmes, sur les sujets les plus brûlants sur lesquels il faut avoir de l'impact. Il faut qu'on arrête de saupoudrer, il faut arrêter de réinventer la roue. Et dans le domaine de la science, plus qu'ailleurs encore, chaque année, les chercheurs refont les mêmes études. Pour arrêter cela, on impose maintenant, lorsque l'on finance des programmes de recherche, de l'open source. Il faut que toute la communauté puisse bénéficier des résultats des études. Sinon, comme dans une roue, vous revenez toujours aux mêmes demandes de financement pour les mêmes projets. Du coup, partant de ce constat-là, on constate aussi que la philanthropie n'arrivera jamais à répondre aux enjeux actuels. Je me répète, triple crise, changement climatique, biodiversité en perte de vitesse catastrophique sur Terre comme en mer, et les sources de pollution chimique et plastique. Voilà. La philanthropie, c'est une goutte d'eau. Même des fonds tels que les fonds de Bill Gates, 7 milliards de dollars en fonds personnels, ils ne peuvent rien faire tout seuls. Il est même en train de réduire la voilure compte tenu du contexte. Voilà. Ceci étant dit, on sait qu'est-ce qui peut fonctionner, c'est d'impliquer le secteur privé. C'est-à-dire de réussir à trouver des business models qui permettent à la fois d'avoir une rentabilité financière, un impact économique, générer de l'emploi et bien sûr avoir un impact positif sur les écosystèmes. Donc c'est changer le narratif qui importe. 70 ans que la science nous dit on va rentrer dans un mur, l'avenir de l'humanité sur Terre est clairement menacé et pourtant rien ne change, ou si peu. À l'inverse, et on y travaille, et c'est tout le principe de la nouvelle économie bleue, c'est de démontrer qu'il y a, comme dans d'autres secteurs, un domaine qui est économiquement viable, pour lequel il y a des retours sur investissement, pour lequel il y a de l'emploi, et pour lequel l'impact sur les milieux sera bien plus rapide et d'ampleur et de magnitude bien plus importante que le saupoudrage philanthropique. C'est le début, c'est un marché qui est récent, 5-7 ans. Il y a un pipeline d'entreprises qui double tous les 2 ans. L'océan, s'il était un pays, serait la 5e économie mondiale, d'ores et déjà. Et j'en reviens à tous ces enjeux. L'aquaculture durable, comment la rendre durable? Y a-t-il des alternatives à la pêche? Oui, les plant-based seafood, donc le soja ou bien le champignon, donc toutes ces alternatives. L'aquaculture durable, ça représentera en 2030 quasiment 400 milliards de dollars de marché, et c'est déjà plus profitable que le secteur de la pêche traditionnelle. Donc il y a ces enjeux-là. La data, et là, ça c'est une offre que je vous fais pour le projet en question. On a investi dans une première entreprise qui s'appelle Naturemetrics, qui fait de l'ADN environnemental. Aujourd'hui, ça vous permet de couper les coûts. Prenez un verre d'eau dans le milieu, ça vous liste les espèces qui sont présentes et le volume de chaque espèce. Ce n'est pas un modèle fiable à 100%, mais vous êtes déjà à plus de 80%. Dès lors, les pêcheurs pourront aller pêcher l'espèce là où elle est et éviter le bycatch, c'est-à-dire d'éviter de ramasser tout ce qui va être rejeté en mer. Ça permettra à des entreprises qui doivent de toute façon faire du forage, installer des éoliennes en mer, de vérifier qu'on ne va pas planter quelque chose là où il ne faut pas parce qu'il y a des espèces menacées d'extinction. Et puis, pour en revenir à notre sujet, les aires marines protégées. Eh bien, au moins les États, en 2-3 ans, pourront vérifier si leur aire marine est efficace, si la biodiversité redémarre ou pas. Donc, on a de la technologie à portée de main qui est impactante et qui génère en plus des retours sur investissement. Et donc là, vous commencez à parler effectivement aux géants de l'industrie, vous parlez au secteur institutionnel et financier, les fonds souverains, les fonds de pension. Et c'est tout l'enjeu de cette année pour le monde avec la conférence des Nations Unies à Nice et à Monaco en particulier. Ben, on va y revenir juste après, mais moi ce que vous dites, ça résonne énormément. J'ai passé quelques années à travailler justement dans la levée de fonds philanthropique auprès du monde de l'entreprise. Et c'est vrai que il y a ce mot qui revient toujours, c'est ROI, quoi. Et si jamais je donne combien je vais sauver de tortues, combien de mètres carrés exactement d'aires marines protégées je vais protéger. Et en fait, il manque cette connexion de terrain. Et je suis complètement d'accord avec vous, il y a ce besoin d'autres portes pour attirer les gens. Et il y a vraiment ce besoin qui est nécessaire de changement de narratif. Et ça, pour ça, Estelle, est-ce que tu peux nous en parler un peu comment on change ce narratif?
Oui, en fait, moi je voudrais revenir en effet sur le côté où comment on peut sensibiliser un maximum de personnes justement, que ce soit des grands ou des petits. Je suis mère de famille et citoyenne de cette planète et je pense que ma responsabilité à court terme, alors quand je dis court terme c'est le temps de ma vie, elle s'impose. Et je crois que tous, il faut qu'on arrive à retrouver cette connexion de l'être humain avec le sauvage. Je ne peux pas imaginer que, en fait, vivre, devoir disparaître une vie sauvage, c'est pas possible. Donc, je crois qu'il est important, et ce que Spero Mare fait aussi dans ses actions, c'est qu'on fait de la sensibilisation dans les écoles aussi. Parce que je crois qu'aujourd'hui, nos enfants connaissent plus tous les noms des Pokémon que la vie sauvage. Et donc, plus on ignore de choses, plus on va se sentir loin de la vie sauvage et plus on va se sentir désintéressé de tout ce qui peut disparaître. Donc je crois que c'est très très important de pouvoir avoir la reconnexion à la vie sauvage et aller dans les écoles, leur montrer cet émerveillement, leur redonner un émerveillement. Et justement, quand on a des aires marines protégées où on peut voir tout ce qu'il y a, cette faune extraordinaire, cette biodiversité, eh bien c'est par des documentaires, c'est par des films, c'est par aussi des images, des vidéos. Moi, quand je plonge, j'essaye d'en faire un maximum pour pouvoir aller dans les écoles, leur montrer et leur dire voilà ce qu'il y a sous l'eau, voilà ce qu'il y a dans l'océan. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on habite forcément au bord d'un littoral qu'on sait exactement ce qu'il y a sous l'eau. Et je crois que l'important, c'est de remontrer aussi ça, de redonner de l'espoir aussi. Parce qu'on donne on met beaucoup la pression quand même aux citoyens de faire des efforts, de faire plein de choses. Sauf qu'il y a un moment, c'est lourd à porter. Donc je crois qu'il faut donner aussi un peu d'espoir, de dire voilà, c'est important. Et ce qui est très important aussi, c'est que c'est un privilège de vivre sur cette terre. Il n'y en a qu'une, on n'a pas d'autre endroit où on peut vivre. Donc je crois qu'on est la seule espèce où on la détruit, qui détruit son habitacle. Donc il faudrait essayer de retrouver vraiment cette connexion et dire que en fait c'est la survie de l'être humain, c'est sa survie, c'est sa santé. Si l'océan est malade, on est malade. Ça, c'est sûr. Donc, je crois que voilà, il faut vraiment essayer de retrouver cette connexion et donc par de la sensibilisation, par aussi sensibiliser les locaux, parce que ça, c'est magnifique de leur apprendre, parce que quelquefois, ils pêchent, sauf qu'ils ne savent pas forcément ce qu'il y a en dessous. Donc, je crois que ça, c'est très, très important et ça fait partie du rôle de Spero Mare, en effet. Mais effectivement, on voit un vrai changement de narratif. Nous, on l'a vu sur les documentaires où pendant décennies maintenant, on parle de documentaires où la nature va mal, la nature va bien, la nature, comment on sauve la nature et tout ça. Et en fait, depuis quelques années, on commence aussi à voir quelque chose qui, je pense, moi, en tout cas j'espère, je suis assez optimiste, marche assez bien, c'est de refaire un peu une vision égocentrée. S'il n'y a pas l'océan, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas tout ça. Et ça, je pense qu'on peut embarquer la société civile, on peut embarquer les entreprises, on peut embarquer plein de monde avec cette vision-là. Mais comme tu l'as dit, Estelle, il y a de la pression sur la société civile, il y a de la pression sur tout le monde. Mais aujourd'hui, les acteurs majeurs qui peuvent prendre les décisions pour rapidement mettre en place des politiques utiles, efficaces et tout ça, c'est les États. Et les États prennent ce genre d'engagement lors d'événements internationaux qui sont particulièrement importants. Et là, il s'avère qu'on est l'année de la mer, mais surtout qu'on reçoit la conférence des Nations Unies sur l'océan en juin à Nice. Et là, j'aimerais qu'on en parle un peu parce que c'est un événement qui est majeur aujourd'hui. Et par ordre chronologique, la conférence des Nations Unies sur l'océan va commencer à Monaco. Donc Olivier, est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, alors là encore, merci beaucoup. Donc, on va être en marge, en prélude de cette conférence des Nations Unies qui se déroule tous les 4 ans. Donc, c'est le Costa Rica et la France qui l'organisent à Nice, et on en parlera tout à l'heure. Mais le président de la République française a effectivement sollicité le prince de Monaco pour tenir en prélude une journée et demie de conférence dédiée exclusivement à l'économie et à la finance bleue. Une reconnaissance assez extraordinaire de l'engagement du prince et puis de nos travaux, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour pousser le développement, l'accélération des solutions, des technologies, des nouvelles approches pour rendre l'océan investissable, rendre l'océan à l'économie mondiale. Point de départ, évidemment, une distinction hallucinante, incompréhensible de l'écologie et de l'économie. Tout part de là, en fait.
on n'a pas du tout les mêmes référentiels ni les mêmes logiciels de pensée lorsqu'on s'adresse à l'un ou à l'autre. Il n'y a pas d'économie sans écologie, ça c'est la base, et pourtant tout le monde fait comme si ce n'était pas le cas. Notre Terre a des ressources finies et non infinies, et nos modèles économiques font comme si les ressources naturelles étaient infinies. Donc tout part quand même de là. Il faut les États, vous venez de le dire. Je ne sais pas si on est filmé, mais il ne faut pas trop attendre, parce qu'il y a un décalage temporel assez problématique entre le temps politique, le temps scientifique, le temps de la conservation, et puis le temps économique et financier. Donc, on a cette chance à la Fondation, et de par les réseaux du souverain, du Prince de Monaco, d'être à la croisée de tous ces chemins. Donc on entend que ces gens ne parlent pas le même langage, n'ont pas les mêmes objectifs, et on essaie pour autant de concilier ces différents objectifs et de pouvoir avancer, proposer des modèles satisfaisants pour tous. Il faut avant toute chose éviter le statu quo. Et donc c'est là-dessus où nos amis scientifiques, on les écoute, on les appuie, mais on leur dit stop lorsqu'on nous demande d'attendre encore pour parler un peu plus, pour avoir un peu plus de données avant d'agir. On dit stop parce qu'il reste quoi ? 5 ans. 5 ans avant qu'on puisse éviter des trajectoires de changement climatique absolument non maîtrisables et non maîtrisées. Il y a des effets d'emballement qui sont en train de se passer, donc on va rester sur le positif, je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais attention, il ne reste pas un siècle, il reste 5, 10 ans pour vraiment changer de trajectoire. On en est loin, et on a déjà dépassé en 2024 le 1,5 degré d'augmentation des températures. Donc l'heure est vraiment très très grave, il faut pourtant avancer. Donc non au statu quo. On arrête de se dire on va créer de nouvelles coalitions, on arrête de se dire tiens, je m'engage à verser 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards. Non, ça c'est juste pour une photo, ça s'appelle de la com. Ce que l'on veut favoriser, et on s'y attelle pour cet événement, Blue Economy and Finance Forum, on ne parle que des solutions qui existent. On met en avant des structures d'investissement qui fonctionnent à l'échelle régionale, à l'échelle locale ou mondiale. On ne va parler que de ces solutions en présence d'acteurs engagés. Ce n'est pas une conférence au grand public, il n'y aura pas de scientifiques, il n'y aura pas d'ONG, mais les géants de l'industrie, du shipping, de l'aquaculture, des géants de la banque, des gouvernements et des personnalités extrêmement engagées pour utiliser, là encore, on en parlait avec Estelle, le soft power des familles régnantes, des grands leaders politiques. Il y aura le président Lula, notamment à Monaco. Il y aura des sessions de pitch pour, là encore, être dans l'approche concrète, tangible. Voilà ce qui marche. Aidez-nous à accélérer. Aidez-nous à changer d'échelle avec ces solutions. Parce qu'elles fonctionnent. Elles sont rentables, elles génèrent de l'emploi et elles ont un impact économique fort. Donc on vous donne rendez-vous les 7 et 8 juin, en Principauté, et ensuite à Nice pour un très bel événement, très attendu. On est 10 ans après l'accord de Paris, déjà. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé et on recule sur ces sujets. Et on est à 5 ans de 2030, qui était la première échéance cruciale pour atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et on en est là encore très loin. Donc une échéance extrêmement importante pour l'homme et sa place sur Terre. Oui, l'échéance aussi des... Et ça fait vraiment du bien, en fait, ce discours. Non, ce discours fait vraiment du bien parce que c'est... Enfin, moi, je mets en perspective avec tout ce qu'on s'est dit avant, quand on était en loge, c'est qu'on ne veut pas de blabla, quoi. On ne veut pas la photo, on ne veut pas dans 6 mois, notre pays aura atteint le 30 by 30 d'un coup en passant de 0 à 30. C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on met les fonds, on en revient à ça. Frédéric, qu'est-ce que toi tu seras présent, qu'est-ce que tu attends de l'UNOC ? Et effectivement, je te rappelle qu'on s'est rencontrés à l'UNOC 2 et à l'époque, comme quoi les politiques ont besoin, dans ces grandes réunions, ont besoin de petits modèles. Et j'avais reçu une lettre bleu, blanc, rouge en me disant vous allez sur le plateau de la plateforme Océan Climat et vous faites une démonstration de ce que l'humain, la société civile, le peu de moyens, quel pouvoir vous avez. Effectivement, on sera à l'UNOC 3. De nouveau, dans de nombreux panels, on a des side events qui sont a priori sélectionnés. Mon équipe de jeunes scientifiques philippins a été d'ores et déjà sélectionnée pour le Chain Science. Oui, on ne doit pas se démotiver, il faut aujourd'hui frapper fort. On a le dos au mur. Il faut montrer toutes les solutions que nous avons, des extrêmes aux plus petites. Mais n'oubliez pas que vous pouvez tous, vous, être acteurs à votre niveau. Vous devez, c'est une obligation. Je rebondis sur ce qu'a dit Estelle. Nous, c'est qu'un passage sur ce globe.
On n'est rien, mais on doit à un moment prendre conscience de ce que l'on peut faire. On a tous une vie professionnelle, une vie familiale, mais on doit faire quelque chose, on doit s'engager. Et ces manifestations comme l'UNOC nous permettent de briller. À un moment, on a les spots, on a les flashs, on est là et on va tout donner. Merci beaucoup, Frédéric. On arrive à la fin de cette table ronde et il nous reste encore un tout petit peu de temps et j'aimerais en profiter pour mot de la fin à chacune et chacun. Vous poser une question qu'on pose dans toutes nos interviews qu'on fait avec The Blue Quest. C'était pas prévu, voilà, c'est cadeau. Est-ce que vous êtes optimiste pour le futur? Je commence. Oh mon Dieu. Alors, au-delà, optimiste, je ne sais pas si j'aime ce mot, mais ce que j'aime, je préfère le mot espoir. Je préfère le mot espérance, donner de l'espérance. Quand je parle avec les enfants, j'ai plutôt envie de leur donner de l'espoir. Nos enfants d'aujourd'hui ont envie d'être actifs et ils n'ont plus envie d'être passifs. Ils ont envie de s'engager aussi. Et donc, il faut leur donner cet espoir. Il faut leur montrer tout ça. Et je pense que l'histoire, en fait, elle nous jugera sur notre capacité à protéger ce patrimoine commun que l'humanité a. Et voilà, on a, comme vous dites, on a la technologie, on a des solutions, on a des connaissances. Et justement, il faut juste apporter un peu de volonté aux politiques et surtout une mobilisation de la civilisation. Je crois que tous ensemble, on peut faire la différence, tous ensemble, on peut faire des grandes choses. Donc oui, de l'espoir et aussi de l'optimisme alors. Merci Estelle. Je poursuis. Alors non, moi je me qualifierais surtout de pragmatique. Et je crois que c'est une bonne chose, je vois ça plutôt de manière positive, c'est avançons à un rythme soutenu, mais avançons, c'est surtout ça. Je ne peux plus admettre que l'on attende. Ça, c'est un devoir, j'ai 2 enfants aussi. On doit avancer, on doit essayer, on doit admettre nos échecs, on doit admettre nos succès pour aider à avoir un effet d'entraînement. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et je garde espoir parce que tout est à portée de main, en fait. Et je crois que le plus bel exemple, en tout cas, ce qui m'a le plus redonné confiance, parce qu'on disait souvent, le consommateur a le pouvoir. C'est pas vrai. Le consommateur, à l'échelle de la planète, il va aller acheter le produit pour des raisons de prix. On a beau dire il faut acheter bio, il faut acheter local. Non, c'est le prix qui va compter au bout du bout. Donc je ne suis pas convaincu que le consommateur, encore une fois, à l'échelle mondiale, ait autant de pouvoir que ça pour faire changer l'industrie. À l'inverse, et c'est très récent, c'est une grande multinationale française du secteur du luxe qui me disait que pour la première fois en 2024, il commence à avoir de sérieux problèmes pour recruter les nouveaux talents. Nouveaux talents qui remettent clairement en question l'engagement de ces groupes, les publications sur les politiques ESG, avec vraiment à l'esprit, ça c'est du greenwashing, je n'adhère pas à ces valeurs, je refuse de rentrer dans ces entreprises. Et honnêtement, pour travailler depuis quelques années avec le secteur privé, je vous garantis que des multinationales, des entreprises qui n'arrivent plus à recruter vont se poser des questions très rapidement pour changer de politique, pour à nouveau conserver leur position dominante en l'espèce. Donc ça, c'est plutôt l'espoir. Donc ça viendrait peut-être plus et plus vite des employés eux-mêmes, donc en interne, que par des influences externes. Ben, vous me donnez le mot de la fin, c'est le plus dur. Pour moi, si je résume, je le dirais en anglais, c'est « don't give up ». Mais on ne doit pas faillir, on doit y aller, on doit tout donner. C'est un challenge énorme. Il est alarmiste. En plus, moi, j'ai une chance, je le prends comme une chance, je vis sur ce confetti au milieu de la mer de Soulou. On est les sentinelles des catastrophes. On est les plus petites îles, c'est nous qui lançons les alertes, parce que ce qui se passe chez nous s'amplifiera et vous allez le prendre en pleine figure. Mais on ne doit pas renoncer, on ne doit pas faillir. Quoi qu'il en soit, don't give up, on ira. Et donc voilà, pour finir là-dessus, on a les solutions aujourd'hui pour protéger l'océan. Il y a de la place pour tout le monde, donc continuons comme ça. Merci à toi. Merci à vous.